L'un des pères fondateurs du cinéma belge, Henri Storck, aurait-il occulté une période peu glorieuse de sa vie? Selon certains documents, il aurait été proche des autorités nazies durant l'occupation. L'un des pères fondateurs du cinéma belge, Henri Storck, aurait-il occulté une période peu glorieuse de sa vie? Selon certains documents, il aurait été proche des autorités nazies durant l'occupation. Maintien en détention de Abdallah Haït Oud, inculpé de l'assassinat et de l'enlèvement de Stacy et de Nathalie. Le principal suspect... Bonsoir, cette information exclusive pour ouvrir notre journal. L'un des plus grands noms du cinéma belge, fondateur de ce que l'on peut appeler l'école du documentaire en Belgique, Henri Storck, aurait occulté une période peu glorieuse de sa vie. Selon des documents en notre possession, il aurait été proche des autorités allemandes pendant l'occupation, l'enquête de Franck Istas. Henri Storck est considéré comme le père du cinéma belge. Il est un des pionniers du film documentaire et sa filmographie compte plus de 70 réalisations dont quelques chefs-d'œuvre, tels que Misère au Borinage, tourné en 1933 et qui dépeint les terribles conditions de vie des mineurs. Ce documentaire donne à Storck la réputation d'un homme de gauche engagé jusqu'à la fin de sa vie. Mais la carrière d'Henri Storck a-t-elle toujours été exemplaire? Pas sûr. Il y a quelques années, un autre réalisateur, André Cauvin, ancien résistant, a révélé qu'il possédait des documents compromettants sur Henri Storck. Storck aurait été proche des autorités allemandes pendant l'occupation. Nous avons pu consulter plusieurs de ces documents au CGS, le centre spécialisé dans l'étude de la Seconde Guerre mondiale. Les faits qui y sont relatés sont troublants. Dès 1941, Storck fait partie comme membre du groupe de production de la Chambre syndicale des distributeurs. Alors il faut savoir que ce groupe de production et cette Chambre syndicale des distributeurs avaient été mis en place par les autorités allemandes dans le cadre d'une réorganisation du milieu du cinéma en Belgique et que pour pouvoir faire partie de ce groupe de production et de cette Chambre syndicale, il fallait pouvoir prouver par le moyen de documents que l'on appartenait à la race aryenne. Tout cela, bien entendu, est réfuté en bloc par le fonds Henri Storck. Ces admirateurs très nombreux qui attesteront l'idéologie d'Henri Storck qui n'a rien à voir avec le nazisme. Pourtant, en 1943, Henri Storck devient chef adjoint de la Guilde des cinéastes sous autorité allemande. Guilde dirigée par Jan van der Heyden, collaborateur notoire, qui sera l'âme damnée du cinéma belge et inquiété à la Libération. Plusieurs documents de la résistance et le Moniteur belge de septembre 1943 attestent de ces faits. Plus troublant encore, une lettre écrite en 1941 par M. Van Dijk, alors directeur de la NARAFI, le pendant flamand de l'école de cinéma INRACI. Van Dijk propose les services de son école à la Tobis, une société de distribution de films sous influence nazie. Notre institut qui, depuis sa création en juillet 1939, a été basé sur les principes nationaux socialistes, vise à une collaboration honnête avec les instances allemandes. Et qui plus est, il précise dans sa lettre qu'il s'est assuré la collaboration de cinéastes comme Storck. Qui n'a pas été consulté et qui d'ailleurs l'a déclaré en maintes reprises, qui n'a jamais, offert à l'occupant comme le directeur l'avait laissé entendre. Faux, dans cette lettre du 4 mars 1941, Henri Storck propose spontanément ses services à la société Tobis. Comment se fait-il que de tels faits soient restés cachés aussi longtemps ? À la Libération, manifestement, il y avait des gens qui lui en voulaient, bien sûr, et il y a eu une sorte de consensus pour dire, bon, ben, c'est notre grand cinéaste, donc on va lui foutre la paix, parce qu'il faut qu'il continue à faire du cinéma, la Belgique en a besoin, on doit se remettre, et on a besoin de lui, donc on la boucle, et on laisse ça là. Quelque temps avant sa mort, voici ce que Henri Storck déclarait. Il faudrait bien que les jeunes cinéastes s'occupent un peu plus ici en Belgique des faits de société. Parce que c'est quand même leur vie et notre vie à tous. Si on veut que les guerres stupides qu'on a connues ces deux guerres mondiales et si on veut que le fascisme recommence, eh bien il suffit de laisser faire. Après la lecture de ces documents, on peut se demander si Henri Storck a toujours respecté ses grands principes. Bien, alors à Hollywood, donc la guerre survient. Moi je continue en 1940, je continue parce que l'Amérique n'est entrée en guerre qu'en 1942, je crois, mais la correspondance était libre. Et les films américains passaient encore en Belgique et en France, etc.
en Europe. Et la correspondance était libre, donc pendant l'occupation allemande au début, et elle fonctionnait très bien. Et en plus, tu sais, il y avait le pacte germano-soviétique et tous les communistes de Belgique et de France étaient tout à fait préservés par ce pacte. Et au début de l'occupation, pendant 1 an au moins, jusqu'en 1941, au moment où Hitler a attaqué la Russie soviétique, la presse communiste continuait à apparaître sous l'occupation allemande, ce qui était assez paradoxal avec les théories d'Hitler. Hein. Et ils étaient très fiers, très contents. Et moi, j'étais fou de rage de voir de mes amis communistes ici en Belgique adhérer à cette histoire. Et alors, évidemment, en juin, je crois, 1941, lorsqu'Hitler a attaqué la Russie soviétique, ils ont tous été emprisonnés, envoyés dans des camps, hein, puisque les Allemands les avaient parfaitement bien repérés, etc., etc. Bon. Mais, tu dis ça, mais il y a très peu de films que j'ai eu l'occasion de faire de mon propre gré. La plupart des films sont des films qu'on a produits, qu'un producteur m'a demandé ou qui sont des commandes. Donc, quand j'ai tourné Symphonie paysanne, c'était une inspiration très personnelle. Mais je ne sais pas si dans mes images, etc., transparaît quelque chose de mon admiration pour Eisenstein. Oui. Mais aussi au niveau à moins que ce soit l'air, que c'était une esthétique de l'époque, je ne sais pas. Bon, d'abord, tout est en noir et blanc. Oui. Il y a beaucoup de compositions d'images où on voit qu'il y a tout un travail de vraie composition d'images avec de l'avant-plan, de l'arrière-plan, le jeu d'ombre et de lumière, les perspectives, les champs contre champs, toute une dynamique qui est présente. Oui, ça a été fait avec... c'est moi qui ai tourné le film, hein, Symphonie paysanne, à 90%. Il y a 10% qui ont été faits par des opérateurs, parce que de très bons opérateurs d'ailleurs, dont Abel. Hein, et Abel et Delattre, qui ont fait certaines prises de vue que je ne pouvais pas tourner moi-même, parce que je devais diriger la mise en scène, c'est-à-dire reconstituer un mariage, etc. Mais en général, moi j'étais très sévère pour le cadrage et j'obtenais toujours avec une certaine difficulté que mon cadrage que je réglais sur les appareils des cinéastes, des caméramans, soit respecté. Pour moi, le cadrage, c'est à 1 millimètre près. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ça enregistre, j'espère, hein, parce évidemment. Bon, parce que je ne pourrais pas répéter tout ça. Hein. Alors, oui, tu veux que je parle de Symphonie paysanne? Ben non, toujours par rapport à une certaine esthétique et que moi je trouve personnellement dans certains films d'Eisenstein. Donc, hein. Ah oui, mais il ne faut pas comparer mes films à ceux d'Eisenstein. Hein, ceux d'Eisenstein sont lyriques et les miens sont près de la réalité, en fait, sont documentaires. Mais quand même beaucoup de poésie aussi. Hein. C'est quand même très poétique. Ben, tant mieux s'il y a de la poésie. Ça, c'est quelque chose qui se surimpose. Comme chez Eisenstein, il y a beaucoup de lyrisme aussi. Hein. De lyrisme et de foi révolutionnaire qu'il a abandonné par la suite, étant donné les circonstances et le stalinisme. Enfin. D'ailleurs, Staline ne l'aimait pas et lui a mis beaucoup de bâtons dans les jambes et il n'a pas pu tourner son dernier film. Le Pré de Bégine, je crois que ça s'appelait. Oui.
Je pense qu'on peut terminer là. Moi, je crois que je suis encore aussi comment dire, très rigoureux pour les montages. J'ai toujours voulu les faire moi-même. Et quand il y a le nom d'un monteur qui figure au générique, c'est en général un assistant monteur ou un monteur sonore, parce que pour moi, la manipulation de toutes ces bandes magnétiques est un peu délicate, mais enfin, j'étais toujours assis à côté de lui, et nous montions Enfin, lui, il faisait surtout les collages et les raccords. Alors, à Paris, je fréquentais le milieu j'étais membre d'une association qui s'appelait l'AEAR, c'est-à-dire Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Et l'année suivante, je passais mes étés au stand, un peu pour aider ma mère dans ses affaires, et puis pour un peu me reposer de Paris, qui était vraiment épuisant. Alors voilà, maintenant je suis un peu fatigué, tu sais. Oui. On va arrêter, hein. Oui. Ça va? Ton association des artistes révolutionnaires à Paris, c'était quoi exactement? Oh, c'est une grande association qui n'était pas communiste, mais qui était enfin quand même sympathisante du mouvement communiste, oui. D'avant-guerre? D'avant-guerre, oui. C'était à cette époque-là. Hein. C'est là que tu as rencontré Jean Vigo aussi? Ah non, j'ai rencontré Jean Vigo en 1930, ici à Bruxelles. D'accord. Non, mais ça, si tu veux, je t'en parlerai une autre fois, hein, de cette association. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Bon, et maintenant, j'en ai marre. D'accord. Je te remercie beaucoup. Moi, je trouve que ça va dans tous les sens, mais ça prend sens. Oui, mais évidemment, si tu m'interroges sur toute ma vie... Hein, le but, c'était Eisenstein, tu sais, mais ça a pris des directions. Mais tu es content... Mais je voulais enregistrer son témoignage sur Eisenstein. Qu'est-ce qu'il a rencontré. Hein. Ah, bonjour, mon chou.